Bienvenue à tous dans cette série des lectures et commentaires des articles de Monsieur Gave. Vous allez écouter son dernier article sorti le 20 mai 2024, intitulé « Audit du portefeuille de l'Institut des Libertés depuis le 1er janvier 2020 et conséquences politiques de cet audit ». Rappelez-vous que lorsque je lis le texte de Monsieur Gave, c'est inscrit. Lorsque j'ajoute des petits commentaires qui me sont personnels, c'est également inscrit. Bonne écoute. Commençons par l'analyse du portefeuille et de ses positions antifragiles. Un actif antifragile voit son cours monter quand la volatilité journalière de son prix de marché monte. Les deux actifs que j'avais retenus pour la partie antifragile du portefeuille étaient les obligations chinoises, 33% du portefeuille, et l'or, 17% du portefeuille. L'actif que je n'avais pas retenu était les obligations françaises. Tant je pensais, et je pense encore, que le budget de l'État français était dans une situation telle que le service de la dette et le remboursement du principal étaient loin d'être assurés. Voici les résultats de cette partie qui, je le rappelle, constituait 50% du portefeuille. Pour ceux qui écouteraient la vidéo en podcast, nous pouvons donc voir un premier graphique qui débute au 1er janvier 2020 jusqu'à nos jours. 4 courbes sont exposées, elles partent toutes d'une base 100 et expriment donc la performance de l'or, des obligations chinoises à 10 ans en euros, des obligations françaises à 10 ans toujours en euros et la partie du portefeuille donc antifragile, donc les 33% d'obligations chinoises associées aux 17% d'or. Et donc si au 1er janvier 2020, toutes ces valeurs, on part donc d'une base 100, tout vaut 100, de nos jours, l'or est à 164, donc une performance de 64%, 143,4 pour le portefeuille antifragile, 122,4 pour les obligations chinoises et 77,8 pour les obligations françaises, donc une sous-performance des obligations françaises. Je reprends le texte. Récapitulons. La partie antifragile du portefeuille est en hausse de 43,4%, 64% pour l'or et plus 22,4% pour les obligations chinoises, ce qui est très bien pour une position défensive. Mais le plus important dans ce graphique est la ligne bleue, qui donne la performance des obligations françaises sur la même période. Elles enregistrent une perte de près de 23%. Or, dans la quasi-totalité des banques françaises, les portefeuilles ont été construits en se servant de ces obligations comme position antifragile. Et c'est cette erreur qui est à l'origine de la médiocre performance de bien des portefeuilles. Et je retrouve ici l'un de mes leitmotivs. Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que vous avez, mais ce que vous n'avez pas. Venons-en à la partie fragile. Nous retrouvons la même chose pour la partie offensive, dans le choix des actions. Quand j'ai construit ce portefeuille, j'ai d'abord voulu montrer qu'il existait dans la bourse de Paris tout ce qui était nécessaire pour construire la partie offensive de votre portefeuille sans avoir à aller se promener sur les bourses étrangères. Et le critère de sélection était simple. Sont cotées en France des sociétés vraiment capitalistes, mais aussi des sociétés communistes. Les secondes étant le fer de lance du sport national, le capitalisme de connivence. Les deuxièmes sont toujours gérées par des créatures nommées par le système politique et donc par des personnalités obéissantes et donc non compétentes. Et donc, mon but a été d'éliminer de mon portefeuille toutes les sociétés qui allaient bouffer un râtelier rempli de subventions. Et en conséquence, j'ai recommandé d'investir dans 10 sociétés françaises, 5% du portefeuille à chaque fois, dont j'étais à peu près certain qu'elles étaient vraiment capitalistes. Je vous m'en fiche la lecture d'un article précédent où je rappelle les 10 sociétés du portefeuille de l'IDL. Voici le résultat. Actions capitalistiques françaises, plus 68%. Indice mondial des actions, plus 59%. Indice de la bourse de Paris, plus 49%. Et ce résultat est tout simplement extraordinaire. Je demande au lecteur, à ce point du raisonnement, de s'imaginer, premier point, que les sociétés françaises n'ayant rien à voir avec le gouvernement sont gérées par la vraie élite de notre pays. Deuxième point, que les sociétés communistes sont gérées par la fausse élite des ronds de cuir. Comme les sociétés capitalistiques font partie de l'indice et en représentent la moitié, cela veut dire que les sociétés communistes rapportent au mieux 5% par an et sans doute moins. Elles gaspillent donc notre épargne parce qu'elles sont gérées par des gens foutres. Troisième point, que les sociétés mondiales, dans lesquelles le marché américain représente 70% de la capitalisation totale, sont gérées par les élites économico-financières de tous les autres pays. Alors, cela veut dire que nos sociétés capitalistiques ont les meilleurs résultats et sont les mieux gérées au monde, et donc que nos élites économico-financières, opérant librement, sont les meilleures au monde.
Pour dire les choses simplement, avant Mitterrand, notre pays avait d'abord été géré par des gars sortis de Saint-Cyr, puis par un autre sorti de Normal Sup, et enfin par un corps des mines. Arrive Mitterrand, et depuis, nous avons été gérés par des avocats ou par des énarques, et ce sont eux qui ont créé et ou pris le contrôle du secteur communiste. En termes simples, cela veut dire que des hommes de réseau ont remplacé des hommes d'État, que des fonctionnaires ont accaparé la fonction politique et que des bourgeois cherchant à s'enrichir ont pris la place d'hommes d'honneur. Et je reprends ici la phrase de Talleyrand. Citation. « Les aristocrates savaient servir et se faire servir, les bourgeois savent se servir. » Fin de citation. La solution à tous nos problèmes est donc simple. Il faut rendre les hauts fonctionnaires inéligibles, comme c'est le cas dans la plupart des grandes démocraties. Certes, ils pourraient se présenter aux élections, mais devraient alors donner leur démission de la fonction publique pour toujours. Et aucun de ces malfaisants ne devrait pouvoir rejoindre les hautes magistratures après avoir exercé des fonctions politiques. Voilà qui nous libérerait de personnages douteux et au casier judiciaire chargé, comme Roland Dumas, Alain Juppé ou Fabius, et d'incompétents notoires, comme nos deux derniers présidents. Si nous sortions de la communauté européenne, si nous instituions des référendums d'initiative populaire, si nous rendions les énarques inéligibles, et si nous donnions la gestion de notre État à ceux qui gèrent nos secteurs capitalistes, en 5 ans, la France redeviendrait ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, si l'on en croit Bismarck, l'orgueilleuse nation. Fin de ce dernier article de Monsieur Gave, c'est un peu la course en ce moment, alors je vous laisse, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.